BFM Business, Impact PME l'hebdo, présenté par Philippe Bloch. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de la deuxième saison d'Impact PME. Vous le savez, un événement qui est monté en collaboration avec la CPME et BFM Business. Pendant plusieurs semaines, on part chaque week-end, chaque début de week-end en tout cas, à la rencontre d'entrepreneurs courageux qui affrontent courageusement les difficultés du moment. On parle bien sûr innovation, financement, pivot, changement de modèle, digitalisation, difficultés quotidiennes et RSE. Ça, c'est un incontournable aujourd'hui dans cette réinvention des entreprises. Et puis vous le savez, le 12 novembre, il y aura une programmation spéciale dédiée aux PME sur l'antenne de BFM Business, à la fois en télé, radio et en digital. Et aujourd'hui, 3 secteurs d'activité qui souffrent. On va voir comment les entrepreneurs qui les représentent s'en sortent, comment ils réinventent leur modèle, si tant est que ce soit possible. C'est pas toujours facile. 3 invités avec moi aujourd'hui. Grégory Blanc-Villain, vous êtes le président de Com-Event. Il y a événementiel, donc emmerdement en ce moment, on va en parler ensemble. Vincent Hélé, vous êtes dans le même secteur d'activité, vous êtes le fondateur d'Iris Production. Et également Franck Hédin, vous êtes le délégué fitness de France Active qui recouvre un métier, des activités de loisirs, effectivement, qui est également très touché. On va peut-être commencer avec vous d'abord, Grégory, Com-Event, pour raconter un peu l'entreprise en quelques mots. Je rappelle aussi que, puisqu'on est en association avec la CPME dans cette émission, que vous êtes le président de CPME 34, vous êtes à Montpellier, je crois. Tout à fait. Et vous êtes également vice-président de CPME Occitanie. Alors, créée en 2005, votre entreprise. 15 ans cette année, on devait les fêter. Vous deviez les fêter, vous avez abandonné. On a abandonné. Ça donne déjà l'ambiance. Tout à fait. Ça donne déjà l'ambiance. Alors, racontez-nous en quelques mots. C'est une TPE. 5 personnes, en tout cas full-time, et puis après il y a l'ensemble des gens que fait travailler votre activité qui est le business. Quelle est votre activité en fait exactement? Qu'est-ce que vous organisez dans l'événement? On organise tout ce qui est événement B2B, tourisme d'affaires, congrès, séminaires, inauguration, soirée de gala, convention économique, donc touché de plein fouet effectivement en ce moment avec cette... Alors en ce moment, ça a démarré quand? Ça a démarré le 15 mars Oui, même fin février. On ça sentait mauvais à partir de début mars. Ce frémissement. Et puis depuis mars, on a eu un frémissement de reprise là en septembre et puis à nouveau ça revient. Alors qu'est-ce qui s'est passé très techniquement? Racontez-nous. Concrètement, évidemment, confinement, donc tout s'arrête. Comment on gère ça? Parce qu'il faut annuler des hôtels, des intervenants. Il y a eu cette première phase effectivement où ça a été la gestion des annulations et de voir comment on se réorganisait par rapport à ça. Donc un petit coup derrière la tête on va dire au tout départ et puis bon rapidement on essaie de se reprojeter donc de voir ce qu'on peut faire. Comment ça se passe les annulations? Ça se négocie? Est-ce que c'est difficile? Parce que vous avez les engagements que vous avez pris envers un certain nombre de partenaires, de fournisseurs. Vous avez également vos clients. Est-ce qu'ils ont été faire? Comment ça s'est géré cette partie? Alors là aussi, ça s'est géré en plusieurs temps. Au départ, personne ne savait pour combien de temps ça allait durer. C'était vraiment on ne sait toujours pas. Tout nouveau. Mais aujourd'hui, on comprend que ça va durer très longtemps. Voilà, en tout cas, que ça va durer assez longtemps, en tout cas pour notre filière. Mais au tout début, donc, ça a été plutôt des reports. On s'est dit, on va essayer de les reporter. Peut-être qu'au printemps, beaucoup de gens acceptaient en disant, on le refera l'an prochain. Ouais. Et puis, avec le temps, on a vu que ça allait durer, que c'était complètement annulé ou reporté en septembre. Il y a beaucoup de choses qui ont été reportées en septembre. Certaines qu'on a réussi à faire avant que ça redégringole et qu'on réannule à nouveau là pour Après, il y a eu donc une espèce de petit regain d'optimisme avant l'été où on s'est dit on commence à planifier des choses pour la rentrée. Alors, le regain d'optimisme, je n'irai pas jusque-là. Il y a eu un regain où on s'est dit comment on va s'adapter, faire des événements un peu différents, sachant que les gestes barrières sont là. On va parler effectivement du pivot. Comment est-ce qu'aujourd'hui on gère ces contraintes? Tous les gestes barrières et donc tous les moments de convivialité sont très compliqués à gérer. Il n'y a plus de cocktails, et on ne peut plus être debout. Conventions, réunions, on peut les gérer. Tous les parties d'inauguration, d'anniversaire d'entreprise, soirées un peu festives, tout ce qui fait la vie. Séminaires, etc. C'est très compliqué. Donc, ça a été reporté. Et là, il y a maintenant l'impact psychologique qui est très compliqué, sur lequel on ne sait pas combien de temps ça va durer. Parce que même si on pouvait demain, on nous dit pas de souci, vous pouvez. Il y a énormément de grands groupes, par exemple, qui ont annulé leurs événements déjà jusqu'à l'été 2021. Qui disent d'ores et déjà, ne venez pas nous embêter avant l'été 2021. Plus nos salariés dans une même salle. Voilà, pour l'instant, Et on les empêche même de faire des petites réunions dans des salles de la Défense en ce moment. Vincent Hélé, alors vous, votre boîte était 89. 3 sociétés en fait, production audiovisuelle, événementielle, web event. Absolument. Une dizaine de salariés. À peu près, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Faisant travailler combien de personnes, une entreprise comme la vôtre, avec l'ensemble des événements que vous produisez? En moyenne, on travaille avec une trentaine de free
intermittents et intervenants de manière régulière, et après effectivement pas mal d'intervenants qui vont être des spécifiques par rapport à chaque activité. Vous avez, j'avais quelques chiffres, trentaine d'événements en 2019, 84 vidéos. C'est également B2B, essentiellement B2B. C'est exclusivement B2B. Pareil que pour notre ami, ça s'arrête à peu près en même temps. Ça s'arrête au mois de... Alors début un grand coup d'arrêt, énorme coup d'arrêt, puisqu'on a débuté l'année sur les chapeaux de roue. Le business allait bien. Le business allait très bien. Un coup d'arrêt total au mois de mars, avec même schéma, c'est-à-dire un espèce d'espoir en même temps qui était celui de pouvoir reporter, donc la phase d'annulation. Et on pensait ça à l'automne. Et on a pensé reporter vers le mois de juin. Au départ, ouais. Mais juin qui est un très gros mois de l'événementiel. Mai-juin, on avait des espoirs, ce qui fait qu'on a à la fois annulé et en même temps reporté des événements pour les pseudo-réorganisés. Et très vite, on s'est rendu compte que ça ne se ferait pas. Et là, donc, derrière, ça a été la mise en place d'une organisation complètement différente et d'une adaptation qui était nécessaire. Dans une TPE-PME comme la vôtre, ça passe par quoi, la réorganisation? Du coup, on décide quoi immédiatement? On décide directement d'abord la gestion du télétravail, la gestion du temps partiel. Ouais. Donc évidemment, on a dû profiter de cette occasion, enfin de cette opportunité, ce qui nous a en partie sauvé la vie. C'est-à-dire qu'effectivement, on a certaines personnes qui ont été mises en télétravail partiel, chômage partiel et télétravail. Organiser le télétravail aussi avec le personnel, leur donner les moyens de pouvoir travailler convenablement. Vous étiez équipés l'un et l'autre Pas spécifiquement, on va dire. Non, pas préparé. Équipé, pas préparé, non. Et vous avez fait, pas plus, Vincent? Un peu plus, et dès le départ, effectivement, nous, on a décidé de s'organiser pour ne plus revenir au bureau. C'est-à-dire qu'on a doublé tous les postes. Définitivement? Pas définitivement, mais on a bien senti qu'on allait y rester, passer pas mal de temps à la maison quand même. Cette rentrée, mois de septembre, ça redémarre un petit peu, puis ça se réeffondre en ce moment, c'est ça l'idée? Alors, pour nous, pas dans cette idée-là. C'est-à-dire que le mois de septembre, effectivement, on a tout réorganisé. Et là, c'est en grande montée. Grâce au digital. C'est-à-dire que nous, on a pris un virage très fort. On était déjà implanté dans le web event. On faisait déjà beaucoup d'audiovisuel. On avait déjà du matériel. On était déjà bien équipé et avec une belle expertise sur l'audiovisuel et le digital. Et on s'est complètement réorganisé pour pouvoir tenir sur le web event qui, en ce moment, monte en puissance. Alors, on va venir effectivement voir comment vos entreprises vont devoir et se sont déjà réadaptées. Comment les annonceurs, comment les entreprises, comment les gens qui font des séminaires, des conventions réinventent cette fameuse digitalisation de l'événementiel. Mais avant, j'aimerais quand même présenter Franck Hédin. Franck, vous êtes en fait le délégué fitness de France Active. France Active, c'est la Fédération nationale des entreprises, des activités physiques et de loisirs. Exactement. Ça pèse très lourd. J'ai vu des chiffres, est-ce qu'on peut peut-être les rappeler? Oui, écoutez, ça touche 6 millions de Français. De membres actifs, en fait, qui vont régulièrement en fait, dans des salles de sport, sachant qu'en moyenne, un Français pratiquant va 2 fois par semaine faire du sport. Ça fait des volumes et des flux très importants. 4500 entreprises qui sont pour l'essentiel soit des TPE, soit des PME. Quelques chaînes et quelques indépendants. Quelques très grosses chaînes et beaucoup d'indépendants. Oui. 11 000 emplois, 2,7 milliards de chiffre d'affaires. Exactement. Donc un immense volume de gens qui, le 15 mars, se sont retrouvés sans rien avoir à faire, puisqu'on a dû, du jour au lendemain, fermer nos portes définitivement. Et aujourd'hui? Alors, je dirais, on a vraiment on sent que c'est dans l'actualité, en tout cas, en ce moment. On a vraiment eu 3 temps. Cette semaine, en plus. On a vraiment eu 3 temps depuis mars. Mars, fermeture du jour au lendemain. Donc, bien sûr, chômage partiel, explication aux équipes, PGE, etc. Beaucoup ont pris le PGE? Quasiment tout le monde. Ouais. Vous l'avez pris le PGE, messieurs? Non, encore. Pas encore. Vous ne faites pas partie des précautionneux qui dit quand une banque nous donne de l'argent, on le prend quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que nous, dans le sport, en fait, la masse salariale, c'est 20-30%. Oui. Il reste 70% de charges fixes. Quand vous avez 0% de chiffre d'affaires... Mais vous êtes sur un business par abonnement, les abonnements continuent à courir ou pas du coup? Non. La quasi-totalité des chaînes ont arrêté les abonnements. D'accord. Donc 0 revenu. Donc deuxième période, on va dire jusqu'en juin, négociation très longue d'un protocole sanitaire pour pouvoir rouvrir. Bien sûr, négociation forte, douloureuse. Douloureuse. Une personne pour 4 mètres carrés, une personne pour 10 mètres carrés. Comme dans la restauration, comme dans le cinéma, comme dans tous ces métiers. Des choses assez complexes. Et puis réouverture, deuxième vague en juin, donc mi-juin. Là, vous avez réouvert. On rouvre avec des restrictions et coup de tonnerre, 3e semaine de septembre, alors que personne ne s'y attendait. Discours d'Olivier Véran à 18h, qui annonce la fermeture des salles de fitness dans la plupart des grandes métropoles.
au motif que les salles de fitness sont des lieux de contamination, ce qui n'est absolument pas prouvé. On a même réussi à prouver le contraire. Oui, on entend les mêmes déclarations des uns des autres pour défendre la façon dont vous avez mis en place beaucoup de choses. J'ai vu effectivement les précautions que vous avez prises. Si on peut peut-être lister l'essentiel de ce que vous avez mis en œuvre très rapidement. Oui. Alors les restrictions, c'est le gel hydroalcoolique à l'entrée un peu partout dans les salles. C'est des limitations en termes de nombre de pratiquants. Donc dans une salle de cours, par exemple, c'est une personne pour 4 à 5 mètres carrés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont techniquement enlevé des machines, ils les ont condamnées, on a condamné les machines. Ouais. Dans les salles de cours, on a fait des grands marquages de manière à ce que les comme personnes... on voit partout aujourd'hui, restez dans votre cercle en fait. Ça me fait penser il y a quelques années chez Walmart, qui est une boîte américaine qui voulait apprendre aux gens à sourire aux clients. Ils avaient tracé des cercles, qui étaient des cercles sympathiques pour le coup, puisque quand on passait dans le cercle à moins de 2 mètres, il fallait saluer les clients et dire bonjour dans un hypermarché. Vous voyez. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est la contrainte. Le cercle, c'est plutôt la contrainte de s'éloigner des autres. Ouais. C'est exactement l'inverse de ce qui était à l'époque. Voilà. Donc du coup, il y a eu tous ces éléments. Et port du masque en permanence, sauf pendant l'activité sportive. D'accord, mais dès qu'on va vers le vestiaire, on doit le reposer comme au restaurant. Exactement. Et ça, est-ce que les clients ont été rassurés ou pas? Est-ce que les clients sont revenus? Au-delà de effectivement que vous avez respecté les contraintes que vous aviez su négocier. Ouais. Alors on va dire qu'une grande partie des clients est revenue. Les personnes qui étaient déjà abonnées sont revenues assez naturellement, avec des fréquentations, on va dire, de l'ordre de 60%. De ce qu'il y avait l'année dernière. Oui, en revanche, 180 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires, en fait, voilà. Au total en cumulé. Oui, mais en revanche, peu de nouveaux abonnements. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde se dit, est-ce que c'est vraiment le moment d'aller faire du sport? En plus, on est un business très saisonnier. L'essentiel des abonnements se font en septembre, octobre ou janvier, février. Donc en fait, septembre, c'était en train de redémarrer avant qu'on ait dû refermer. Et donc là, au mieux, ça redémarrera en janvier. Et quel état d'esprit sont-ils, les entrepreneurs de ce secteur d'activité? Dévastés. Ils se battent ou pas? Ils se battent, oui, bien sûr. Et la colère gronde. Vraiment. Ouais. Parce qu'on a été désigné parmi les premiers de cette nouvelle vague, je ne sais pas si on peut dire ce terme, mais on a été désigné vraiment comme responsable. Voilà, comme les responsables, avec les bars et les restaurateurs. Je crois que les restaurateurs sont ils utilisent à peu près les mêmes arguments que vous, d'ailleurs, pour dire c'est encore pire si effectivement on laisse les gens dans la nature, alors que nous on peut surveiller, on peut contrôler, etc. Donc beaucoup d'incompréhension, je dirais en même temps beaucoup d'écoute, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de réunions au ministère des Sports, au ministère de la Santé, etc. Mais tout le monde est fermé, on a fait des référés liberté, on en a gagné certains, on a réouvert, on en a perdu d'autres, on est resté fermé. On appelle, on en a perdu. Enfin, voilà, une façon de travailler assez compliquée. On prévoit officiellement combien de fermetures? Si tant est que ce soit prévisible, sachant qu'on ne sait rien et que personne ne sait rien. Mais... Alors Deloitte a fait un rapport au niveau européen. Justement, je sais, c'est pour ça. Et il prévoit environ 30% d'acteurs qui vont disparaître. Au terme de cette terrible aventure. Comment on pivote, Grégory et Vincent, Grégory Blanc-Villain et Vincent Hélé, quand on est dans la communication événementielle et que les entreprises doivent communiquer mais ne peuvent plus faire comme avant, qu'on a une boîte qui est équipée pour faire des choses qu'on sait faire et que tout d'un coup il faut apprendre à faire autrement? C'est passé par quoi, Grégory? Le premier pivot, Vincent en a parlé. Nous aussi, dès le mois de mai, on a mis en place des systèmes de digitalisation de nos événements. Ça veut dire quoi? Précisons les choses. C'est d'avoir le matériel technique déjà, c'est la réalisation vidéo. D'avoir ou de louer? D'avoir ou on l'a monté nous avec. C'est un sujet aussi, parce qu'en ce moment, en termes de CAPEX, on se demande s'il faut investir aujourd'hui. Il y a un peu les deux. Je pense que la partie matérielle, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Donc nous, c'est avec notre prestataire technique, notre partenaire. Lesquels également ont énormément souffert. Ils souffrent encore beaucoup aussi, effectivement. Oui, on est tous liés. Je vous expliquerai, nous, ce qu'on fait après sur l'Hérault pour les métiers de l'événementiel, mais on est vraiment tous liés. Donc ça, c'est le premier moyen. Après, c'est vrai que tous les événements ne se font pas en digital. On a parlé tous les événements un peu conviviaux, de réunir ses équipes, de fêter un anniversaire d'entreprise. Oui, j'ai vu sur votre site des fêtes magnifiques. Oui, vous avez le lancement de produits, des choses magnifiques, dans des endroits magnifiques. Ça, c'est terminé. C'est terminé. C'est quelque part un autre métier par rapport à ça. On ne va pas se le cacher, on a beaucoup moins de marge là-dessus, puisqu'on ne gère que de la technique et un peu de contenu. Mais voilà, donc c'est totalement différent. Donc ça, on l'a, ça c'est fait. Nous, on est plutôt en train de travailler sur l'après maintenant, de voir comment on va pouvoir se différencier de nos concurrents qui seront encore par la RSE. Donc on a profité de tout ce temps où on avait un peu plus de temps, je dirais, pour engager une transformation. Donc on va passer en société à mission d'ici la fin de l'année. J'ai vu ça sur votre site, pour se doter d'une raison d'être. Ça, c'est la loi Pacte qui permettait de faire ça et de mettre en avant tout ce qu'on fait en termes de responsabilité sociétale des entreprises
Des événements éco-responsables. Tout à fait. Et on est en train de réfléchir à travailler sur des événements éco-responsables, à se doter de grilles d'évaluation pour mesurer l'impact d'un événement et pour voir comment on peut le réduire, voire même le compenser. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas beaucoup ça dans la RSE, mais de compenser l'impact de notre événement par différentes mesures. Et donc ça, c'est toute la démarche qu'on est en train de faire avec toutes nos équipes. Qui sera un élément de différenciation pour vous dans le métier demain ? J'en suis persuadé aujourd'hui. Oui. Tout à fait. Vincent, quel pivot chez vous ? Parce qu'effectivement, moi je vous donne juste une expérience personnelle qui fait pas mal d'interventions et de conférences. On a vécu ensemble un truc qui était peut-être le pire souvenir de ma vie en termes de conférencier, où j'ai dû être tout seul comme un couillon avec un micro comme ça face à une caméra, des gens que je ne voyais jamais. C'était vraiment pas un moment d'excitation et de jouissance et de bonheur pour convaincre qui que ce soit. Et depuis que ça m'est arrivé, quand on me propose de faire ce même type d'exercice, je dis ok, mais vous m'interviewez au moins dans une forme d'interaction humaine à deux, même si vous me posez 2 questions et demie, mais au moins on remet de l'humain dans tout ce truc. Parce que le drame de ce métier, c'est qu'on convainc par l'humain, on convainc par l'envie, on convainc pas. Et on va avoir des yeux qui brillent, on va pas avoir des gens. Alors déjà, quand on est dans une salle avec les masques, on capte que la moitié de ce qu'on captait avant. Comment est-ce qu'on va recréer ça ? Comment on arrive à mettre de l'émotion ? Quelles sont les nouvelles recettes de la digitalisation des événements ? Parce que tant qu'on ne peut pas réunir et retrouver ce bonheur de faire des coupes de champagne après l'événement, comment on fait en fait ? C'est quoi la bonne recette ? Alors, je ne sais pas s'il y a une bonne recette, ou en tout cas, je ne sais pas si nous on la connaît, mais on a essayé de réinventer des trucs. C'est-à-dire que nos clients, dès le départ, le premier réflexe, je ne sais pas si ça a été pour vous la même chose, mais le premier réflexe a été de dire on prend le cahier des charges d'un événement présentiel et vous nous faites la même chose en digital. Ça, c'est ce que demande la boîte. Ça, c'est ce que demande la boîte. Ça ne marche pas, ça n'est pas possible, c'est assez complètement débile. Clairement. Il faut raisonner autrement. Il faut penser autrement. Il faut accepter que c'est différent et donc il faut le penser différemment. Donc nous, on a beaucoup travaillé par rapport à ça. On a inventé, donc la technique est un élément qui est excessivement intéressant et qui nous permet, donc le live streaming, le podcasting, tous ces éléments-là, tous ces outils, une fois qu'on les maîtrise, ça marche plutôt excessivement bien. Il y a des avantages indéniables à travailler, à faire des réunions dans ce style-là. Pour nombre de personnes, le fait d'éviter de se déplacer fait gagner du temps. Le fait d'éviter de se déplacer fait gagner aussi en termes d'impact RSE, c'est évident. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on peut faire passer beaucoup d'émotions. Après, derrière, on peut faire passer l'émotion. On peut faire passer l'émotion. C'est mon obsession, c'est ça mon obsession. Je sais bien que c'est votre obsession par rapport à ça, effectivement. Mais on peut le faire passer parce qu'il faut le travailler. C'est-à-dire que globalement, il faut éviter. Alors, le réflexe aussi, il y a d'énormes plateformes qui fonctionnent très bien. On connaît tous les systèmes de télétravail. Donc, sans citer de nom. Mais les gens en ont ras-le-bol de ça, justement. Les gens ne suivent plus. Tout le monde en a marre de ça, effectivement. Et surtout quand c'est mal réalisé, avec une mauvaise image, un mauvais éclairage, avec la bibliothèque derrière, etc. On n'en peut plus de ça. Avec son ordinateur et être comme ça, à peine rasé, et en ayant la chemise, mais sans avoir mis limite, retirer son pyjama en bas. Bermuda, oui. Parce que globalement, on se dit ça peut passer, ça ne marche pas. Donc effectivement, nous on privilégie, et on a travaillé sur des plateaux télé, effectivement, qui permettent d'être à plusieurs, de pouvoir discuter, de pouvoir effectivement échanger, avoir de la participation, du mouvement. Donc effectivement, on a mis en place des systèmes qui fonctionnent plutôt très bien par rapport à ça. Ensuite, on a essayé de trouver des systèmes qui permettent de jouer sur du digital, effectivement, qui vont permettre de réunir un petit nombre de personnes. Il y a un gars dans un studio, mais il y a des gens, quand même, des vrais gens qui discutent. Il y a un comité de direction. Qui ne sont pas uniquement chacun dans leur PC à leur bureau à suivre le truc. Exactement. Genre Teams pendant le confinement. Exactement. Un comité de direction qui va être sur un plateau, qu'on va faire tourner en fonction de la distanciation nécessaire. Et effectivement, des réunions, entre guillemets, régionales. On retrouve du lien. Petits groupes, où là, il y a du lien. Après, derrière, on peut faire des trucs qui sont assez sympas et conviviales. Encore une fois, les apéros Teams, ça a fonctionné. Et on peut faire le même genre de truc. On peut faire du participatif. On peut envoyer des cadeaux, des trucs un peu sympas. Il y a des traiteurs maintenant. Il y a des traiteurs qui livrent aux gens dans les salles comme s'ils étaient on leur fait des plus petites portions, etc. Les traiteurs s'adaptent aussi. Il y a des idées qui sont intéressantes et il faut bien voir que globalement, quand on est sur un séminaire, ça fait plaisir aussi quand on accepte le principe. Ça fait plaisir quand on fait son séminaire à la maison, qu'on se dit, de toute façon, je suis là, de recevoir une bouteille de champagne et où on brandé éventuellement de l'événement. Et en même temps, on dit, ce soir, on prendra l'apéro ensemble. C'est une forme d'apéritif Zoom. Ensemble, et après, vous finirez la bouteille en famille. Il y a énormément d'interactivité. Comme vous disiez, la personne qui est toute seule devant une caméra et qui parle sans aucune interactivité, sans feedback, ne fonctionne pas. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs aussi, je reviens sur la technique, qui ne se rendent pas compte de l'importance de la technique.
un événement en digital, si le son n'est pas très bon, si l'image n'est pas très bonne, mais au bout d'un quart d'heure, on décroche. Et ça, peut-être même avant. Aujourd'hui, tout le monde arrive à faire ça avec un téléphone, en branche, et il y en a plein. Mais sincèrement, le résultat n'est pas du tout le même, quoi. Donc ça c'est important, et l'interactivité. Et le côté ludique. Et ça marche plutôt pas mal. Et c'est effectivement objectivement, je pense que ça fait partie de l'avenir. Bien sûr. Ça va rester. Franck Hénin, est-ce que du côté des salles de sport, ils ont tenté des choses également différentes? C'est-à-dire, je pensais en vous écoutant, est-ce qu'éventuellement ils se sont dit, on dit qu'à l'extérieur le virus circule moins, est-ce qu'ils ont envie de se dire on va aller dehors éventuellement? Est-ce qu'il y a eu des tentatives, des choses qui sont... Il y en a vraiment eu deux importantes, l'outdoor. J'imaginais, je ne sais pas si c'est passé ou pas. Bon, il y a tous les avantages et les inconvénients d'être dehors. Alors maintenant, la saison s'y prête plus tout à fait. Comme pour les restaurants et leurs terrasses. Voilà. Et puis le digital, c'est-à-dire que tous les groupes se sont mis à offrir des cours à distance. Et on a la chance d'avoir un précurseur dans le fitness, une entreprise qui s'appelle Peloton, qui est une entreprise américaine, valorisée plusieurs milliards de dollars. Son créateur a parié, mais il y a une dizaine d'années, sur le renouveau du vélo d'appartement. Personne n'y croyait. Oui, c'est un succès considérable aux États-Unis. Les vélos connectés, des cours en permanence, etc. Bon, aujourd'hui, oui, mais ça échappe aux salles, ça. Ils achètent leur vélo et... Eh bien, les salles se le réapproprient maintenant. Et donc, quasiment toutes les salles ont des programmes de cours de vélo, de cours enfin, tout. Y compris les indépendants ont les moyens de se réinventer, de pivoter sur ce type de... Oui, parce que il y a de nombreux fournisseurs, en fait, qui proposent des plateformes adaptées. Donc, au début, effectivement, c'était plutôt le coach qui se filmait sur Instagram, mauvaise qualité, etc. Là, maintenant, en 6 mois, le virage a complètement été pris. Est-ce que les salles de sport étaient déjà, je parle des indépendants, digitalisées? Est-ce qu'elles prennent le virage digital en ce moment, justement avec l'ensemble des réseaux sociaux pour se faire connaître, etc. Est-ce que ça accélère la digitalisation de votre métier ou pas? Elle l'était quasiment pas. Elle n'était pas, oui, c'est ça. 90% le sont aujourd'hui. En 6 mois. En 6 mois. Ouais. C'est une vraie révolution. Bon, ça permet de sauver une partie du chiffre d'affaires parce que quand vous êtes fermé, mais si vous pouvez offrir du sport à vos adhérents, ça vous permet de facturer quand même un peu de l'abonnement. Bien sûr, alors c'était justement ma question suivante sur ce nouveau modèle, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, on ne marge pas pareil sur une soirée de 1000 personnes avec cocktail, etc., et du numérique, et on le voit, les gens vous disent le numérique, quand même, tu es dans ton canapé, tu fais un truc, ça coûte moins cher. Est-ce qu'on arrive à maintenir des marges et à gagner de l'argent actuellement, au-delà du... Alors, oublions actuellement. Actuellement, on ne peut pas gagner d'argent. Mais j'ai bien compris, j'ai dit une bêtise. Mais est-ce qu'à terme, ce modèle peut être rentable et trouver sa propre intelligence économique, en fait, ou pas? Alors, enfin, à terme, moi, je suis persuadé que ça va être rentable parce que, à un moment, le lien physique, on l'a dit, les gens, ils en ont quand même plutôt marre d'être devant leur écran et on va retrouver, il y a ce besoin de lien physique, donc on va retrouver des événements physiques. Là où ça va être intéressant, c'est justement l'événement digital, c'est-à-dire que maintenant, beaucoup de donneurs d'ordre ont compris l'importance aussi de digitaliser en même temps que la partie physique leur événement avec un impact beaucoup plus grand. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir associer les deux et toucher d'ailleurs beaucoup plus de monde et c'est pour ça que le système sera rentable. Le problème, c'est dans combien de temps. Voilà. Il faut quand même qu'il y ait quoi qu'il arrive, quel que soit le modèle, il faut qu'il y ait des gens pour le consommer. Ça, mais pour autant, Vincent, on évoquait à l'instant le besoin fort de se retrouver, de se taper sur l'épaule, de papoter, de voir ses potes. Vous le ressentez terriblement dans les boîtes en ce moment? Complètement. Ouais. C'est une quasi-nécessité. On le ressent avec une énorme frustration. Maintenant, effectivement, on est encore... pour nombre d'entreprises qui acceptent le principe, alors effectivement, il y a l'obligation, c'est évident. Par contre, effectivement, soit on se révolte, soit on fait quelque chose. Soit, effectivement, on l'accepte et on essaye de l'optimiser. Et nombre d'entreprises, effectivement, avec des partenaires avec lesquels on bosse, on essaye de chercher, effectivement, à redonner toujours ce lien au maximum. Et ça se passe pas trop mal. Alors, évidemment, on attend tous qu'une seule chose, c'est de pouvoir se retrouver. Maintenant, on va se retrouver d'ici quelques temps, on l'espère tous, évidemment. Mais je pense que il y a du bon à garder dans le système. Il ne faut pas tout rejeter, ni tout prendre, bien évidemment. Et après, en termes de rentabilité, nous, on s'est repositionné directement. Parce qu'il y a eu des vrais changements. Nous, vous avez changé vos locaux. Alors, exemple, et puis changement de locaux, partage de locaux. Voilà. On a repensé, effectivement, on était très bien installés. On avait des locaux qui sont très grands, très vastes. On a redéfini, on a signé la semaine dernière, donc on a redéfini une redistribution des bureaux pour bosser avec une boîte avec laquelle on est partenaire. Donc effectivement, on est dans le partage des locaux parce que le télétravail fonctionne pour nous.
ça fonctionne plutôt très bien. Donc effectivement, on a moins de personnes qui sont en présentiel dans nos bureaux. Donc, ce qui affecte le monde entier vous affecte aussi, même dans des petites donc structures. Là, on repartage avec une société notamment avec laquelle on a des partenariats. Des synergies. Après, effectivement, on a réexploité des studios. On a, comme ici, des plateaux, un plateau de tournage. C'est une valeur sûre aujourd'hui, un plateau télé. C'est quand même vachement bien. Je peux vous dire, j'ai beaucoup de gens qui me disent. Connexion Internet. Ah oui, indispensable. Sûr, évidemment. Le nombre de gens qui me disent, tu ne connais pas un plateau dans lequel on peut faire une émission pour nos équipes, etc. Il n'y en a pas tant que ça. Oui, tout à fait. Donc là, effectivement, on a cette solution-là. On a mis en place des plateaux de live streaming nomades. Et ça marche excessivement bien. Vous arrivez avec le plateau chez les gens. On arrive au siège d'un grand groupe et là, effectivement, on dit vous bougez pas, votre comité de direction, il est vachement bien fait. Vous allez rester dans vos bureaux en ce moment, on en fait beaucoup. Et ce sera qualitatif. C'est qualitatif, ouais. On soigne les éclairages. Tout ça avec un coût qui est somme toute raisonnable, qui de toute façon coûte moins cher qu'un événement en présentiel, parce qu'on gagne évidemment, hélas pour nous, mais on gagne évidemment sur les déplacements. Et donc les investissements là-dessus sont intéressant. On est en train de réinvestir, on y croit. On croit évidemment aussi que ça va revenir en présentiel et on l'espère fortement. Mais voilà, il y a une redéfinition. Merci infiniment à tous les trois. Merci Franck Hédin. Je rappelle que vous représentez une profession qui fait travailler 11 000 personnes, qui sont en fait les activités de loisirs avec France Active. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses, malgré tout. De tout rouvrir bientôt, c'est surtout ça la priorité. Merci Grégory Blanc-Villain, président de Comivent. Merci beaucoup Vincent Hellé, fondateur d'Iris Productions. C'est la fin de ce deuxième numéro d'Impact PME. Je vous rappelle que le 12 novembre, on se retrouve pour une journée spéciale dédiée entièrement aux PME sur l'antenne de BFM Business. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Impact PME. Bon week-end à tous, à très vite. Ciao.